Quand mon propre fils a-t-il commencé à me considérer comme une servante et non comme sa mère? Cette question me déchirait alors que je servais le dernier dîner que je leur préparerais, sans qu'ils sachent ce qui arriverait après le dessert, une décision qui allait tout changer. Je m'appelle Marguerite Rousseau, j'ai 63 ans et j'habite à Bordeaux, ville de vignobles et d'architecture époustouflante, mais qui ces derniers temps n'a été témoin que de ma souffrance silencieuse. Pendant des décennies, j'ai consacré ma vie à mon fils unique, Thomas. Depuis le décès de mon mari Pierre, il y a 8 ans, ma routine s'est transformée en une prison que j'ai contribué à construire. Ce matin d'automne, je me suis réveillée avec des douleurs articulaires qui m'accompagnaient depuis des semaines. Le médecin avait diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, une pathologie qui, selon lui, serait aggravée par un effort physique excessif. Madame Rousseau, il faut vous reposer davantage et éviter les lourdes tâches ménagères, m'a-t-il prévenu lors de mon dernier rendez-vous, mais comment expliquer cela à mon propre fils? Le ciel nuageux de Bordeaux semblait refléter mon humeur de ce matin-là. Alors que je préparais le petit déjeuner pour Thomas et sa femme Claire, j'ai entendu le bruit familier de pas descendant les escaliers. C'est à ce moment-là que tout a changé. Maman, tu as oublié de repasser ma chemise bleue pour le rendez-vous d'aujourd'hui, se plaignit Thomas, sans même me dire bonjour. Et le café est encore faible. Claire était assise à table sans lever les yeux de son téléphone portable. Marguerite, pourrais-tu préparer d'autres toasts? Ils sont très brûlés. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un pincement au poignet alors que je cherchais plus de pain. Thomas, désolé pour la chemise. J'ai passé une nuit difficile avec la douleur et... Encore cette histoire? L'interrompit Thomas en roulant des yeux vers Claire, qui poussa un soupir d'impatience. Maman, tu dois arrêter ça. Ces douleurs apparaissent chaque fois qu'il y a du travail à faire. Papa ne s'est jamais plaint comme ça. Ces mots étaient comme un coup de couteau. 25 années consacrées à élever ce garçon, des nuits blanches quand il était malade, à économiser chaque centime pour son éducation, et maintenant il insinuait que je faisais semblant d'être malade. Nous avons besoin que tu prennes soin de la maison pendant que nous travaillons, maman. C'est le moins, étant donné que nous vivons tous ensemble et que nous t'aidons toujours financièrement, a-t-il poursuivi, comme si la maison qu'il partageait généreusement n'était pas celle que j'avais achetée avec mon mari il y a des décennies. Comme si l'aide financière ne consistait pas à payer toutes les factures de ma retraite pendant qu'ils économisaient pour leurs vacances annuelles. C'est à ce moment-là, avec mes mains tremblantes tenant la poêle à frire, que j'ai réalisé, ce serait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Quelque chose devait changer. Ce qui s'est passé cette nuit-là allait changer à jamais l'histoire de ma famille. À 63 ans, les mains tremblantes et le cœur battant, j'étais sur le point de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avoir le courage de faire. Quelque chose que mon fils n'attendrait jamais de moi. Vous voulez savoir ce qui s'est passé lorsque j'ai finalement dit « ça suffit » ? Continuez à regarder jusqu'à la fin pour découvrir comment une seule décision a transformé ma vie et celle de mon fils. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. L'histoire ne fait que commencer. Après le petit déjeuner, Thomas et Claire sont partis en claquant la porte sans se dire au revoir. Je suis restée seule dans la cuisine, les paroles de mon fils résonnant dans mon esprit. Je m'assis lentement à la table, permettant au souvenir de m'envahir. Lorsque Pierre décède d'une crise cardiaque à 65 ans, Thomas a 32 ans et vient d'épouser Claire. Au départ, ils m'ont suggéré de déménager dans un appartement plus petit pour commencer une nouvelle vie. En fait, ils voulaient la maison pour eux-mêmes. Mais je n'étais pas prête à quitter la maison où j'avais vécu des décennies avec Pierre. En guise de compromis, je leur ai proposé de vivre avec moi. Ce sera temporaire, ont-ils déclaré, jusqu'à ce que nous économisions pour notre propre maison. C'était il y a 8 ans. Au début, la coexistence était harmonieuse.
Je cuisinais de temps en temps, ils faisaient leur propre lessive et nous partagions les tâches ménagères. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, tout a commencé à changer. D'abord, il y a eu des petites demandes. « Maman, puisque tu es à la maison, tu peux mettre mes vêtements dans la machine à laver ?» Puis, « Marguerite, nous avons préparé le dîner hier, il serait juste que tu le cuisines aujourd'hui. » Ainsi, jour après jour, semaine après semaine, je suis devenue la cuisinière, la femme de ménage, la blanchisseuse, sans jamais être consultée, sans jamais recevoir de véritables remerciements. Pendant ce temps, mes économies ont diminué. Thomas oubliait souvent son portefeuille lorsque nous allions au supermarché. Claire avait besoin d'un petit prêt pour acheter des vêtements pour ses entretiens d'embauche. Ma retraite, censée garantir mon confort dans la vieillesse, faisait vivre une famille de 3 personnes, dont 2 étaient parfaitement capables de travailler et de cotiser. Je me souviens de la conversation avec mon amie Simone il y a quelques semaines, au café Le Petit Paris au centre de Bordeaux. « Marguerite, tu es exploitée », dit-elle en posant fermement la tasse sur la table. « Ce n'est pas normal que votre fils et votre belle-fille, qui ont tous 2 un travail, vous confient toutes les tâches ménagères. Ce n'est pas normal que vous payiez la plupart des factures avec votre retraite. » « Mais c'est ma famille, » répondis-je, l'excuse automatique que j'utilisais toujours. « Thomas est mon fils unique. Et ça lui donne le droit de te traiter comme un employé non rémunéré ? » demanda Simone, ses yeux bleu perçants fixés sur les miens. « Quand t'a-t-il posé pour la dernière fois des questions sur ta santé ? Quand Claire t'a-t-il préparé pour la dernière fois à dîner ? » Je ne pouvais pas répondre. Je ne m'en souvenais pas. Le lendemain de notre conversation, je suis allée chez le médecin. Les douleurs articulaires, que j'ignorais depuis des mois, ont été diagnostiquées comme une polyarthrite rhumatoïde. Il faut se reposer et éviter les efforts physiques excessifs, explique le docteur Laurent en rédigeant une ordonnance. Sinon, votre état ne fera qu'empirer. J'ai montré le diagnostic à Thomas et Claire ce soir-là. Thomas regarda à peine le journal avant de le rendre. « Nous tombons tous malades parfois, maman. La vie continue. » Au cours des semaines suivantes, la douleur s'est aggravée. Je pouvais à peine tenir un couteau pour couper des légumes, mais je préparais quand même 3 repas par jour. Laver les vêtements est devenu une véritable agonie, mais j'ai continué, car la vie continue. Jusqu'à ce matin. Jusqu'à cette accusation. Tu dois arrêter de faire semblant d'être malade. Je me levai de table, une nouvelle détermination montant en moi. Je me dirigeai vers le téléphone et composai le numéro de Simone. « J'ai besoin de votre aide, dit-il simplement. » 3 heures plus tard, j'avais un plan. J'ai passé l'après-midi à préparer ce qui serait mon dernier acte de servitude. J'ai décidé de cuisiner le coq au vin, le plat préféré de Thomas, exactement comme Pierre me l'a appris il y a des années. J'ai ignoré la douleur dans mes doigts alors que je coupais les oignons, mes poignets palpitaient alors que je remuais la sauce épaisse. Ce serait mon dernier chef-d'œuvre, mon adieu à la vie que j'avais acceptée depuis si longtemps. Alors que l'arôme du poulet cuit lentement dans le vin rouge de Bordeaux remplissait la maison, j'ai mis la table avec notre meilleure vaisselle, la porcelaine blanche et bleue que nous avons reçue en cadeau de mariage. J'ai allumé des bougies, ouvert une bouteille de Château Margaux que Pierre avait réservée pour une occasion spéciale, et quelle occasion pourrait être plus spéciale que celle-ci, le jour où je serais enfin libre ? Finalement, j'ai écrit 2 lettres. Dans la première, j'expliquais à Thomas qu'à partir du mois prochain, je ne pourrais plus contribuer financièrement aux dépenses du ménage au-delà de la juste valeur de mon logement et de mes repas. Lundi, j'ai annoncé que j'avais loué un petit appartement près de la place Saint-Michel et que j'emménagerais dans 2 semaines. J'ai mis les lettres dans des enveloppes et je les ai cachées sous la serviette de Thomas. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à 19h, mon cœur s'est serré.
J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe bleu marine, la même que celle que je portais lors de l'anniversaire de mariage de Thomas, et j'ai souri. Quelque chose sent bon, commenta Claire, étonnamment, en entrant dans la cuisine. Coq au vin, répondis-je en gardant ma voix calme. Je pensais que nous pourrions avoir un dîner spécial ce soir. Thomas haussa les sourcils. Une occasion ? D'une certaine manière, répondis-je vaguement. Pourquoi ne t'assois-tu pas ? Tout est prêt. Pendant le dîner, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai parlé de moi. J'ai raconté ma jeunesse, ma rencontre avec Pierre, mes espoirs et mes rêves. Thomas et Claire écoutaient avec des expressions confuses, visiblement peu habitués à me voir autrement que comme la femme qui dirigeait la maison. Je ne te l'ai jamais dit, dis-je en servant le dessert, une tarte tatin caramélisée, mais avant ta naissance, Thomas, j'étais professeur de lettres à l'université. J'adorais enseigner Balzac, Flaubert, Zola. Professeur ? Thomas parut sincèrement surpris. Je n'en ai jamais parlé. Tu n'as jamais demandé, répondis-je simplement. Quand nous avons fini le dessert, j'ai versé du café et j'ai regardé Thomas soulever sa serviette, révélant les enveloppes. Son visage montrait de la confusion. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez, ordonnai-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. J'ai regardé ses yeux parcourir les lignes que j'avais soigneusement écrites. Son visage passa de la confusion à l'incrédulité, et finalement à la colère. Est-ce une sorte de blague ? Demanda-t-il en poussant les lettres vers Claire, qui les lut rapidement. Non, Thomas. Ce n'est pas une blague, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. C'est une décision que j'ai prise après mûre réflexion. Vous ne pouvez pas simplement couper notre aide financière. Et déménager ? C'est votre maison. Exactement. C'est ma maison. La maison que ton père et moi avons achetée grâce à notre travail acharné. La maison où tu as grandi et où tu as décidé de revenir en tant qu'adulte, en promettant que ce serait temporaire. Claire intervint, la voix plus douce que d'habitude. Marguerite, es-tu contrariée par quelque chose que nous avons dit ? Nous pouvons en parler. Je suis bouleversée, oui, admis-je. Je suis contrariée d'être rendue invisible dans ma propre maison. Je suis contrariée de voir mon diagnostic médical rejeté comme un fantasme. Je suis contrariée de travailler comme domestique non rémunéré alors que vous vivez confortablement tous les deux. Thomas ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main, le faisant taire. Pendant 8 ans, j'ai été patient. J'ai été compréhensif. Je croyais que je vous aidais, que j'étais une bonne mère. Mais j'ai réalisé que je n'aide personne. J'autorise mon fils adulte et sa femme à me traiter comme une commodité, pas comme une personne. C'est ridicule, commença Thomas, mais sa voix se brisa lorsqu'il vit la détermination dans mon regard. À partir de maintenant, ai-je poursuivi, si vous voulez continuer à vivre ici, vous paierez un loyer, le taux du marché, pas ce que je pense être juste parce que c'est une famille. Vous partagerez toutes les factures et les dépenses du ménage. Et vous embaucherez une femme de ménage hebdomadaire, parce que je ne peux plus nettoyer cette maison. Et si nous refusons ? Défia Thomas. J'ai souri, me sentant étonnamment calme. Alors tu trouveras un autre endroit où vivre. Cette maison est à mon nom. J'ai parfaitement le droit de te demander de partir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire fut la première à parler, sa voix tremblant légèrement. Thomas, peut-être devrions-nous écouter ta mère. Elle a raison sur beaucoup de choses. Thomas la regarda, trahi. Es-tu de son côté maintenant ? Ce n'est pas une question de côté, répondis-je en gardant une voix calme. C'est une question de respect mutuel. Reconnaître que, même si je suis ta mère, je suis aussi une personne avec des limites, avec une santé fragile, avec le droit d'être traitée avec dignité. Et ton déménagement soudain ?
Cet appartement ? Demanda Thomas, sa colère laissant place à la confusion. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement changer la façon dont les choses fonctionnent ici ? Je soupirai, versant encore du café avec mes mains qui ne tremblaient plus autant. Parce que j'ai besoin de redécouvrir qui je suis, Thomas. Pendant des années, j'ai été juste la mère de Thomas, la veuve de Pierre. J'ai oublié ce que c'est que d'être Marguerite. L'appartement n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est un nouveau départ. Une larme coula sur le visage de mon fils, la première qu'il voyait depuis les funérailles de son père. « Je n'ai pas remarqué, marmonna-t-il. Je n'avais pas réalisé à quel point je te faisais du mal. »« Je ne sais pas, répondis-je, ma voix plus douce. C'est pourquoi j'avais besoin d'être si directe ce soir. » J'ai tendu la main et touché son bras, apercevant le garçon qu'il était autrefois, le fils que j'aimais inconditionnellement avant que l'âge adulte, le mariage et les responsabilités ne fassent de lui l'homme assis en face de moi. « Je ne t'abandonne pas, Thomas. Je me retrouve. Et peut-être que lorsque je me retrouverai, nous pourrons construire une meilleure relation, non pas en tant que gardienne et dépendante, mais en tant que mère et fils adultes qui se respectent. » Claire s'éclaircit la gorge. « Que pouvons-nous faire maintenant ? Pour arranger les choses ? C'est à vous de décider, répondis-je. Ma décision est prise. Je déménage dans 2 semaines. Pour le reste, si vous resterez dans cette maison, si vous paierez le loyer, comment nous partagerons les responsabilités pendant que je suis encore là? Nous pouvons négocier cela. Mais pas aux anciennes conditions. Thomas hocha lentement la tête, les mots s'imprégnant enfin. J'aurai besoin de temps pour traiter tout ça, dit-il finalement. Je comprends, répondis-je en me levant pour débarrasser la table. Mais nous n'avons plus le luxe du temps. Les choses changent désormais. Lorsque Thomas et Claire remontèrent dans leur chambre 1 heure plus tard, je me trouvais dans la pièce vide, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Je l'avais fait, j'avais enfin trouvé ma voie. Mais le chemin à parcourir était encore incertain. Les 2 semaines suivantes ont été des montagnes russes émotionnelles. Thomas oscillait entre les tentatives pour me faire changer d'avis. « Maman, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les choses ici, » et les crises de colère dans lesquelles il me parlait à peine. Étonnamment, Claire est devenue une alliée inattendue. « J'ai toujours admiré ta force », a-t-elle avoué un matin en m'aidant à emballer mes livres. C'était la première fois que Claire m'aidait pour quoi que ce soit. J'ai perdu ma mère si jeune, je n'ai jamais eu de modèle féminin. Je suppose que je ne savais pas comment m'entendre avec toi. J'aurais pu faire plus d'efforts aussi, admis-je. Je t'ai toujours vue comme la femme qui m'a emmené mon fils, pas comme quelqu'un qui pourrait aussi faire partie de ma famille. Des petits gestes ont commencé à apparaître. Thomas a préparé le petit déjeuner un dimanche. Claire a fait la lessive de la semaine. Des petits actes qui, dans toute autre relation familiale, seraient considérés comme normaux, mais qui étaient pour nous révolutionnaires. Mais je n'ai pas été dupe. Je savais que ces changements étaient temporaires, motivés par le choc et la peur d'une perte financière. La véritable transformation, si elle devait se produire, ne viendrait qu'avec le temps et la distance. Par un jeudi après-midi ensoleillé, Simone m'a accompagnée pour visiter mon nouvel appartement. C'était petit, un salon, une chambre, une petite cuisine, mais la lumière qui passait par les fenêtres donnait vie à l'espace. Du balcon, je voyais la place Saint-Michel et sa majestueuse fontaine. « C'est parfait », ai-je déclaré en signant le bail d'une main ferme. La veille de mon emménagement, Thomas a frappé à la porte de ma chambre. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, sa voix rappelant celle du garçon qui demandait à coucher avec ses parents pendant les tempêtes. J'ai hoché la tête, indiquant le bord du lit. Il s'assit et regarda ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as dit, » commença-t-il. « De la façon dont nous t'avons traité. De la façon dont nous t'avons rendu invisible. » Thomas. « Non, »
S'il te plaît, laisse-moi finir, l'interrompit-il gentiment. Tu as raison. Depuis le décès de papa, Claire et moi avons compté sur toi émotionnellement, financièrement, de toutes les manières. Nous n'avons jamais pensé à combien cela te coûtait. Il fit une pause, déglutissant avec difficulté. Je veux que vous sachiez que nous honorerons votre demande. Claire et moi avons parlé, et si vous souhaitez que nous restions dans cette maison, nous paierons un loyer du marché. Nous partagerons toutes les factures. Et surtout, nous ne dépendrons plus de vous pour les tâches qui relèvent de notre responsabilité. Merci, Thomas, répondis-je, touché par la sincérité de sa voix. Cela signifie beaucoup pour moi. Il y a encore une chose, dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Une réservation pour un dîner au Chapon fin dimanche prochain. Pour nous 3. Si tu veux, bien sûr. J'ai pris l'enveloppe, surprise. Le Chapon fin était l'un des restaurants les plus élégants de Bordeaux, le genre d'endroit où Thomas et Claire allaient pour leurs anniversaires sans jamais m'inviter. J'adorerais, répondis-je, sentant un petit bourgeon d'espoir grandir en moi. Le lendemain matin, le camion de déménagement est arrivé. J'ai aidé les déménageurs à transporter les quelques cartons de mes effets personnels, mes livres adorés, quelques vêtements, des photos de famille, les assiettes et couverts que Pierre m'a offerts pour notre 20e anniversaire. J'ai laissé derrière moi les meubles, les souvenirs physiques de ma vie avec Pierre. C'était un nouveau départ et j'avais besoin d'espace pour créer de nouveaux souvenirs. Thomas et Claire restèrent silencieux pendant que je vérifiais une dernière fois la maison. Vous avez ma nouvelle adresse et mon numéro de téléphone, leur ai-je rappelé. Et j'ai les clés de la maison au cas où tu aurais besoin de moi. Claire m'a soudainement serré dans ses bras, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tu vas nous manquer, murmura-t-elle, et pour la première fois, je la crus. Thomas restait distant, luttant contre ses émotions. Juste au moment où j'étais à la porte, prêt à monter dans le taxi, il m'a rattrapé. Je t'aime, maman, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé pour tout. Je t'aime aussi, mon fils, répondis-je en tenant son visage dans mes mains. Et ce n'est pas un au revoir. C'est juste un nouveau chapitre. Mon nouvel appartement était baigné de lumière l'après-midi à mon arrivée. Les déménageurs ont placé mes cartons là où je l'avais indiqué et sont partis, me laissant seul pour la première fois depuis des années vraiment seul. Au lieu de la peur que je m'attendais à ressentir, une étrange paix m'enveloppa. J'ai ouvert les fenêtres, laissant entrer la brise bordelaise, entraînant avec elle les bruits de la place en contrebas, les enfants qui rient, les musiciens de rue, les conversations animées dans les cafés. Au cours des jours suivants, j'ai établi de nouvelles routines. Le matin, j'ai marché jusqu'à la boulangerie locale pour acheter un croissant frais et j'ai bu du café en regardant la place. Puis j'ai exploré mon nouveau quartier, découvrant des petites librairies, des galeries d'art, des jardins cachés que je n'avais jamais eu le temps de visiter auparavant. L'après-midi, j'ai commencé à fréquenter un groupe de lecture à la bibliothèque municipale. C'est là que j'ai rencontré Jacqueline, veuve comme moi, Catherine, enseignante à la retraite et Marcel, ancien chef qui donne désormais des cours de cuisine. Des gens qui me considéraient comme Marguerite ni comme une mère, ni comme une grand-mère potentielle, ni comme une gardienne tout comme moi-même. Une semaine après mon emménagement, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. Madame Rousseau ? Ici Hélène de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Nous avons reçu votre candidature pour le programme des étudiants seniors en littérature française. Mon cœur s'est accéléré. La candidature que j'ai envoyée le lendemain de ma décision de déménager, une impulsion née du souvenir de ma passion pour la littérature. Nous souhaitons vous informer que votre candidature a été acceptée. Les cours commencent le mois prochain. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que je pleurais pas des larmes de tristesse, mais de joie pure et inattendue. À 63 ans,
J'étais sur le point de retourner à l'université, de retrouver la jeune enseignante que j'avais abandonnée lorsque la maternité puis le mariage sont devenus mon identité principale. Le dîner du dimanche au chapon fin était initialement inconfortable. Thomas et Claire semblaient nerveux, je me sentais étrangement formelle avec mon propre fils. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que l'excellent vin de Bordeaux coulait à flot, nous avons trouvé un nouveau rythme. Pour la première fois depuis des années, Thomas m'a interrogé sur ma vie, non pas sur ce que je pouvais faire pour lui, mais sur moi-même. Je lui ai parlé de mon retour à l'université, de mes nouveaux amis, des petits plaisirs de vivre seul. Je ne t'ai jamais vu aussi, vivant, observa-t-il, un mélange d'admiration et de remords dans la voix. Je ne me suis jamais senti aussi vivant depuis des années, avouai-je. Claire a partagé qu'ils avaient embauché une femme de ménage pour venir 2 fois par semaine et qu'ils apprenaient à cuisiner ensemble. J'aurais dû le faire plus tôt, a admis Thomas. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment appris à prendre soin de moi. J'ai toujours eu toi, puis Claire, mais je n'ai jamais pris mes responsabilités. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, répondis-je en souriant. Le mois suivant, j'ai vécu mon premier cours universitaire. Assis parmi des étudiants de plusieurs décennies plus jeunes, je ne me suis d'abord senti pas à ma place. Mais lorsque le professeur a commencé à parler de Madame Bovary et que je me suis retrouvée à lever la main pour partager une interprétation, le sentiment familier d'excitation intellectuelle est revenu. Excellente observation, Madame Rousseau, a commenté le professeur, et j'ai senti une chaleur se répandre en moi, la chaleur de la reconnaissance, non pas comme une extension de quelqu'un d'autre, mais comme un penseur à part entière. Thomas et Claire ont commencé à me rendre visite régulièrement. Non plus pour demander des faveurs ou une aide financière, mais pour partager des repas, discuter, construire petit à petit une nouvelle forme de relation familiale. Une fois, Thomas a apporté un album de vieilles photos et nous avons passé l'après-midi à nous remémorer des histoires que nous n'avions pas racontées depuis longtemps. Tu te souviens quand tu t'es cassé le bras en essayant d'imiter cet acrobate de cirque ? Ai-je demandé en riant de la photo de Thomas à 7 ans, le bras plâtré et le sourire édenté. Et tu me lis tous les soirs parce que je ne pouvais pas tourner les pages de mes livres, se souvient-il, les yeux adoucis. Lors d'une autre visite, Claire est arrivée excitée. J'ai trouvé un nouvel emploi, annonça-t-il. Chef de projet dans une entreprise de design. Meilleur salaire, plus de responsabilités. Je l'ai serré dans mes bras, vraiment heureuse de son succès. Je suis fière de toi, dis-je, des mots que je n'aurais jamais imaginé prononcer à ma belle-fille. 6 mois après mon emménagement, j'ai reçu une lettre officielle. Il provenait de la banque, confirmant le transfert d'un montant important sur mon compte. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé à Thomas quand il m'avait rendu visite cet après-midi-là. Le remboursement, a-t-il expliqué. Pendant toutes les années où vous avez payé nos factures, vous nous avez prêté de l'argent que nous n'avons jamais remboursé. Claire et moi avons calculé du mieux que nous pouvions, avec les intérêts. J'étais sans voix. Ce n'est pas seulement une question d'argent, maman, a-t-il poursuivi. C'est une reconnaissance. De tout ce que nous avons fait de mal. De tout ce que vous avez mérité et que vous n'avez pas reçu. Ce soir-là, assis sur mon petit balcon, regardant les lumières de Bordeaux commencer à briller au crépuscule, j'ai réfléchi au voyage de ces derniers mois. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit fatidique où j'ai changé le cours de nos vies. Aujourd'hui, à 64 ans, je suis une étudiante aux notes exemplaires, membre actif d'un groupe de lecture, bénévole dans un centre communautaire où j'aide les immigrants âgés à apprendre le français, et surtout, je suis une femme qui connaît enfin sa propre valeur. Thomas et Claire restent dans mon ancienne maison et paient leur loyer à temps. Notre relation, bien que toujours en reconstruction, est désormais basée sur le respect mutuel. Thomas a appris à cuisiner non seulement par nécessité, mais aussi comme passe-temps. Claire a de nouveau été promue et gagne désormais plus que mon fils,
une dynamique qui aurait été impensable dans le couple que j'ai rencontré il y a 1 an. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Thomas. « Maman, nous avons des nouvelles », dit-il d'une voix pleine d'enthousiasme. « Claire est enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Mon cœur était rempli de joie. Un petit-fils ou une petite-fille, une nouvelle vie, un nouveau départ. Nous rénovons la chambre d'amis pour en faire la chambre du bébé, a-t-il poursuivi. Et, eh bien, nous voulions vous demander si vous voudriez nous aider à le décorer. Vous avez toujours eu bon goût dans ce genre de choses. J'ai souri, reconnaissant la demande pour ce qu'elle était, non pas une tentative de m'utiliser, mais une véritable invitation à participer à leur vie d'une nouvelle manière. J'adorerais, répondis-je. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner, Thomas semblait nerveux. « Il y a autre chose que je veux te demander », dit-il en jouant avec sa serviette. Claire et moi avons beaucoup parlé de ça, de la façon dont nous voulons élever notre fils différemment de la façon dont, eh bien, de la façon dont je me suis comporté avec toi. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Nous aimerions que vous fassiez partie de la vie du bébé. Non pas comme une nounou ou une bonne, nous ne demanderions plus jamais cela, mais comme une grand-mère. La grand-mère qui lit des histoires, qui enseigne la littérature et l'art, qui partage sa sagesse. Les larmes ont rempli mes yeux. Ce serait un honneur, répondis-je. En rentrant à mon appartement cet après-midi-là, j'ai réfléchi aux leçons que j'avais apprises au cours de ce voyage, des leçons que j'espérais partager un jour avec mon petit-fils ou ma petite-fille. En arrivant à ma porte, j'ai vu un petit colis qui attendait. C'était de Thomas, un livre d'histoire française classique, avec une inscription à l'intérieur, à la femme la plus forte que je connaisse. Merci de m'avoir appris, même quand je n'écoutais pas Amour, ton fils. Aujourd'hui, je comprends que cette nuit, lorsque mon fils m'a dit d'arrêter de faire semblant d'être malade et de cuisiner pour eux, et j'ai répondu par une lettre suspendant le soutien mensuel, n'a pas été la fin de notre histoire familiale, mais le début d'une nouvelle, plus saine et plus vraie. Dimanche prochain, Thomas et Claire viendront dîner. Cette fois, nous cuisinerons ensemble, non pas par obligation, mais comme une fête. Et tandis que nous partageons des histoires et des projets pour l'avenir, je sais que je regarderai autour de la table et que je verrai quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, une famille. Pas parfait, pas sans cicatrices, mais réelle. Une famille bâtie non pas sur des attentes et des obligations, mais sur le choix, le respect et l'amour véritable. Et dans ce nouveau chapitre de notre vie, je comprends enfin la vérité que Pierre a essayé de m'enseigner il y a des années, avant son départ. Marguerite, ta valeur n'est pas dans ce que tu fais pour les autres, mais dans qui tu es. N'oublie jamais ça. Il m'a fallu 6 décennies, une maladie douloureuse et presque la perte de mon fils pour vraiment comprendre ces mots. Mais maintenant que je comprends, je ne l'oublierai jamais. Parce que je sais enfin qui je suis, pas seulement une mère, pas seulement une veuve, pas seulement une soignante, mais Marguerite Rousseau. Une femme qui, à 64 ans, a eu le courage de recommencer. Une femme qui a découvert que son histoire était loin d'être terminée. Une femme qui a appris que les plus beaux chapitres suivent souvent les pages les plus difficiles. Et alors que le soleil se couche sur Bordeaux, je sais avec certitude que ce n'est que le début. La lettre que j'ai laissée à Thomas le soir du dernier dîner, accompagnée de l'avis de suspension de l'aide financière, disait ce qui suit. Cher Thomas, j'écris cette lettre le cœur lourd, mais avec une clarté que je n'ai pas ressentie depuis des années. Lorsque ton père est décédé, je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour assurer son bonheur. Je croyais qu'être une bonne mère signifiait sacrifier mes besoins pour les vôtres, être toujours disponible, ne jamais dire non. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai commis une erreur. En vous permettant, Claire et toi, de me traiter comme une servante, en finançant votre style de vie au détriment de ma retraite, en ignorant ma santé pour répondre à vos exigences, je n'étais pas une bonne mère, j'étais stupide. Plus important encore, je ne t'aidais pas à devenir l'homme que je sais que tu peux être.
Votre père serait dévasté s'il voyait à quel point notre famille a changé. Il ne m'a jamais traité avec le dédain dont vous faites preuve quotidiennement. Il n'aurait jamais permis à quiconque, pas même à notre fils, de me parler comme vous l'avez fait ce matin. Alors, avec douleur mais détermination, je vous informe qu'à partir du mois prochain, 1. Je ne contribuerai plus financièrement aux dépenses du ménage au-delà d'un montant raisonnable pour mon logement et ma nourriture. 2. Je ne ferai plus de tâches ménagères à votre place, pas de cuisine, de ménage, de lessive. 3. Je consacrerai mon temps à mes propres besoins, mes douleurs que vous considérez comme des faux-semblants, mes intérêts que vous considérez comme sans importance, ma vie qui est devenue secondaire par rapport à la vôtre. Vous pouvez voir cela comme une punition ou un abandon. Ce n'est pas. C'est un acte d'amour, pas seulement pour moi-même, qui mérite la dignité pendant ces années restantes, mais pour vous. Parce que tu mérites la chance de devenir l'homme que ton père espérait que tu sois. Un homme qui respecte les autres, qui assume la responsabilité de sa vie, qui comprend que l'amour n'est pas une exploitation. Je serai toujours ta mère. Je vous aimerai toujours. Mais à partir de maintenant, je t'aimerai assez pour dire non. Avec l'espoir d'un avenir meilleur pour notre famille, maman. Aujourd'hui, en regardant Thomas préparer la chambre du bébé, je vois l'homme que j'ai toujours su qu'il pouvait être. Claire, maintenant dans son 2e trimestre, m'appelle presque quotidiennement pour me poser des questions sur la grossesse et la maternité. Comment as-tu su que tu étais en travail avec Thomas, demande-t-elle, anxieuse et excitée à la fois. Et je raconte des histoires vraies sur la naissance de mon fils, sur ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école. Des histoires que Claire écoute avec un réel intérêt, non pas parce qu'elle a besoin de mon aide, mais parce qu'elle valorise mon expérience. Parfois, lorsque nous sommes tous les 3 ensemble, je remarque que Thomas regarde notre interaction avec une expression que je ne peux pas nommer, peut-être de surprise, peut-être de soulagement, peut-être de fierté. Comme s'il avait enfin compris que les relations familiales peuvent exister sans domination, sans exigence, sans ressentiment. Un soir, alors que nous marchions au bord de la Garonne après le dîner, Thomas m'a pris la main, ce qu'il n'avait pas fait depuis son adolescence. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi » ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. « Pour avoir été assez fort pour nous faire changer », répondit-il en regardant les eaux qui reflétaient les lumières de la ville. « Pour ne pas m'avoir abandonné, même si je ne méritais pas une seconde chance. » Je souris en lui serrant la main. Les mères n'abandonnent jamais. Elles trouvent simplement différentes façons d'aimer. La semaine dernière, j'ai été invitée à lire un de mes essais lors d'un événement littéraire à l'université. J'ai écrit sur les départs tardifs, sur la recherche du courage au milieu du désespoir, sur l'équilibre délicat entre sacrifice et dignité personnelle. À ma grande surprise, Thomas et Claire sont apparus dans le public. « Nous ne voulions pas manquer votre grand moment », a expliqué Claire en me tendant un petit bouquet de lys, mes fleurs préférées, un détail que je n'aurais jamais imaginé qu'elle connaîtrait. Après la lecture, un éditeur d'une petite maison d'édition locale m'a approché. « Votre histoire est puissante, Madame Rousseau. Avez-vous pensé à en faire un livre ? Il y a beaucoup de femmes de votre génération qui ont besoin d'entendre ce message. » Je restai momentanément sans voix. Moi, Marguerite Rousseau, écrivain publié ? C'était un rêve que je ne savais même pas que j'avais. Je vais y réfléchir, répondis-je, sentant une nouvelle sorte d'excitation monter en moi. Ce matin, assis à mon petit comptoir avec une tasse de café, j'ai reçu un texto de Thomas, une image échographique. Mon premier aperçu du petit miracle qui grandit dans le ventre de Claire. C'est une fille, disait le message. Nous envisageons de l'appeler Marguerite. Les larmes sont venues, inévitables et bienvenues. Non pas des larmes de regret pour le passé, mais des larmes de gratitude pour le présent et d'espoir pour l'avenir. Marguerite. Ma petite fille portera mon nom. Pas seulement comme un hommage,
mais comme une promesse, la promesse que l'histoire de notre famille continuera, transformée par l'amour, par le respect, par le courage de dire des vérités difficiles et de faire des choix encore plus difficiles. En regardant l'image sur mon téléphone, ce petit être qui n'a même pas encore respiré l'air de ce monde, je fais ma propre promesse silencieuse. Petite Marguerite, je promets de t'apprendre ce qu'il m'a fallu toute une vie pour apprendre. Que le véritable amour ne diminue jamais, il ne fait que croître. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que tu veux être. Et surtout, que l'histoire la plus importante que vous raconterez n'est pas celle que les autres écrivent pour vous, mais celle que vous avez le courage d'écrire pour vous-même. Aujourd'hui, je comprends que mon histoire n'a pas commencé ce soir-là où je me suis servi du coq au vin et une lettre de suspension. Cela n'a même pas commencé lorsque j'ai emménagé dans mon propre appartement, ni lorsque je suis retourné à l'université, ni lorsque je me suis fait de nouveaux amis. Mon histoire, ma véritable histoire, a commencé au moment où j'ai enfin reconnu ma propre valeur. Quand j'ai compris que je méritais plus que de simples bribes d'affection et de respect. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'attendre la permission pour vivre pleinement. Et alors que le soleil bordelais illumine mon petit appartement, je sais qu'il me reste encore de nombreux chapitres à écrire. Un nouveau petit-fils à aimer. Un livre possible à créer. Des amitiés à cultiver. Lieux à explorer. À 64 ans, je ne suis pas au bout de mon histoire. Je ne fais que commencer. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour retrouver votre dignité? Cette histoire vous a touché le cœur? Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému ou ce que vous feriez à la place de Marguerite. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si ce message vous semble pertinent, veuillez vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement nous aide à transmettre des histoires comme celle-ci à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre et qui méritent également d'être valorisées et respectées. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription. Votre histoire compte aussi et nous voulons continuer à partager des messages qui font une différence dans votre vie.